Le pinacle du sport auto, c'est la Formule 1. C'est là où les budgets sont les plus gros, c'est là où les noms sont les plus reconnaissables. Bref, si vos parents ne sont peut-être pas familiers avec Alan McNish ou encore Kevin Estre, ils connaîtront sûrement Schumacher. Et de l'autre côté de la barrière, là où il n'y a que la moitié des roues, le pinacle, c'est le MotoGP. Régulier ici sera très surpris parce que moi, je parle de bagnole. Alors oui, de temps en temps, pour faire un parallèle un peu vaseux, je peux évoquer un avion de chasse ou de ligne d'ailleurs. Je peux faire une petite référence au cyclisme sur route, mais jamais, je crois, pour l'instant, j'ai parlé de moto, qui est une discipline qui me passionne peut-être pas autant que les trucs qui ont 4 roues, mais avec laquelle j'ai une relation un peu on and off depuis que je suis marmaille et que j'ai joué à MotoGP Ultimate Racing Technology sur PC. Style mon MotoGP préféré. Non, c'est pas vrai. Non, c'est le 4 sur PS2. Parce que le 4 sur PS2, il a un mode carrière de baiser. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas juste une moto. C'est une moto dont on peut retracer une portion de ses origines à la Formule 1. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on saute un peu dans l'inconnu, mais avant ça... Bon, la journée a été longue, mais j'ai du montage à rattraper. Alors, s'il faut, j'irai jusqu'au bout de la nuit. Oh, dis donc, le jeune, tu es pas en train de... Trou du cul. Il s'endort tout le temps alors qu'il a du montage à faire. Fort heureusement, moi j'ai Oli Énergie. Alors même si je suis tarpin crevé, je peux travailler à sa place. Et il faut, parce que les gens veulent des vidéos, là. Oh, si t'oublies de uploader une semaine, t'as plus de pertinence, oh là là. Ouf. Ah là, quel bolos. Mais toi aussi, tu peux accéder à l'énergie et finir ton taf, que ce soit tes devoirs ou le montage, ou ta mère la pute, j'en sais rien, avec le code Clippy pour 10% de réduction sur toutes tes commandes, ou le code Clippy 5 pour 5 € de réduction sur ta toute première commande. Achète, consomme au max frérot, on a pu un rond ici, c'est la dèche. Aprilia, c'est peut-être une marque qu'on a besoin de présenter. Fondée en 1945 et initialement des manufacturiers de bicyclettes, la marque, dont le nom est un hommage à la Lancia Aprilia, va, en 1968, construire sa première motocyclette. Une petite 50cc nommée la Colibri et un vélo à moteur du nom de Daniela. Très italien ça de donner des noms de gonzesses à des trucs qu'on chevauche. Aprilia va gagner en succès tout en restant de taille modeste et ce n'est qu'en 1985, plus de 15 ans après leur premier modèle sportif, qu'Aprilia va rejoindre le cirque de la course de Grand Prix. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que techniquement, leur première moto sportive, c'est une motocross. Ils ont pas attendu genre 15 ans pour venir, et ils sont d'ailleurs plutôt putain de bons à l'époque en motocross. Mais ça niquait ma narration, donc voilà. Dans tous les cas, j'ai niqué ma narration. Donc je sais même pas pourquoi j'ai gardé cette ligne. Aprilia va lourdement s'investir en compétition, glanant des titres en motocross et sur route, notamment en 125 et 250cc, où la marque, malgré sa taille modeste, surtout face à la grosse concurrence nippone, parvient à devenir un acteur majeur du sport. Malheureusement, dans la catégorie reine, le 500cc d'antan, Aprilia n'a jamais vraiment eu les jambes pour aller tabasser les podiums. Alors l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le MotoGP est pour l'instant un peu floue en ce qui me concerne. Championnat du monde de vitesse moto vont, comme la Formule 1 finalement, évoluer au fil du temps, connaître des phases d'or, des phases de trouble, et il y a énormément de choses intéressantes dont je pourrais éventuellement reparler à l'occasion quand je me serai instruit un petit peu plus. Et là pour l'instant on va rester timide parce que j'ai pas encore fait mes dues diligences. On va donc faire un saut temporel en 2002, date à laquelle le championnat va changer de nom pour devenir le MotoGP. Un nom qui, malgré un downgrade visuel notable, existe toujours aujourd'hui. C'est la fin de l'ère des 500 cm3 de temps et le début de l'ère des 990cc 4 temps, ou plus précisément, c'est le début de la période de transition. En effet, on retrouvait à la pointe de la grille des teams comme Yamaha, Suzuki et Honda qui étaient des équipes factory qui roulaient donc avec les nouveaux moteurs 4 temps 990 cm3, et derrière vous aviez des équipes privées et des équipes satellites qui sont pas exactement les mêmes choses. Alors, une équipe privée, elle est juste privée. Genre si demain je fais Jaune Limitless Racing et que j'ai aucun lien avec un constructeur, je suis une équipe privée. Par contre, si demain je fais une équipe
toujours John Limitless Racing, mais que cette équipe, elle a des liens avec un constructeur, on va dire Aprilia. À ce moment-là, comme j'ai une relation privilégiée avec le constructeur qui me fournit peut-être les bécanes gratuitement, peut-être que je fais un programme de déverminage pour eux, peut-être que j'ai un lien quelconque, là je deviens une équipe satellite parce que j'ai l'appui, le soutien d'un constructeur. C'est pas un terme qui est limité à la MotoGP, il y a des teams satellites en WRC par exemple, où il y en a eu en tout cas. Genre c'est qui là? Comment ils s'appelaient ceux qui ont exploité les 307 là, quand Peugeot s'est barré? Bref, ces mecs-là. Et d'une certaine manière, étant donné que Vicarb a un gros lien avec une écurie mère, c'est-à-dire Red Bull, on pourrait les voir comme une écurie satellite. Et ces équipes, soit par manque de moyens, parce que les moteurs 4 temps pouvaient coûter jusqu'à 2 fois le prix des anciens moteurs 2 temps, soit par manque de disponibilité, se retrouvaient encore à rouler des 2 temps. Mais il y avait une autre équipe qui roulait des 4 temps. Seule équipe factory avec un 4 temps qui n'était pas japonais, Aprilia, qui avait relégué au garage la RSW-2, 500 cm3, 2 temps, au profit d'un nouveau prototype, au profit de la moto qui nous intéresse aujourd'hui, l'Aprilia RS Cube. Et oui, ça se dit Aprilia RS Cube, et pas RS3, parce que ça de mémoire c'est une Audi, et pas RS3 Cube non plus. Sûrement la moto la plus avancée de son temps, puisque, un petit peu comme un Renault Modus finalement, il y a de la F1 à l'intérieur. En 1997, une nouvelle équipe fait son apparition sur la grille en Formule 1. Cette équipe, c'est Stewart Grand Prix, fondée par Jackie Stewart, un des plus grands pilotes de l'histoire du sport qui, parce qu'il a gardé de bons liens avec vos banquiers préférés, Ford, a de grands espoirs quant à sa nouvelle équipe. Mais en réalité, l'écurie ne va pas marcher aussi bien qu'escompté, et ça malgré le traitement préférentiel de Cosworth au niveau des moteurs, 9ème en 97 avec la paire Barrichello-Magnussen, 8ème en 98 avec toujours Barrichello et Magnussen, jusqu'à ce qu'il se fasse virer pour être remplacé par Verstappen. Le daron, pas Simply Lovely, oh, I don't leave space in the corner, oh no, I'm getting penalized. L'équipe finira 4ème en 1999 grâce à une victoire de Johnny Herbert au Grand Prix d'Europe. C'est la même année qu'on apprend que Ford veut purement et simplement racheter l'écurie, qui en 2000 deviendra Jaguar, ouais, j'aurais dû le dire normalement. Étant donné qu'à l'époque, tenez-vous le cul, Jaguar appartenait à Ford. Aston Martin a aussi appartenu à Ford. Bon, depuis, ça a été vendu. D'ailleurs, c'est marrant, les Ford Fusion Plus, ça ressemble beaucoup à des Aston Martin, je trouve. Coïncidence. Et la nouvelle écurie ne fera pas mieux que Stewart. La faute à une gestion catastrophiquement corporate de l'équipe, d'investissement au mauvais endroit et d'un board exécutif absolument déconnecté de la réalité du sport. Qui se serait fameusement demandé un jour, en se penchant sur les dépenses de l'équipe, c'est qui ce Edward Irvine et pourquoi on le paye plusieurs centaines de milliers de dollars par an? C'était Eddie Irvine, leur pilote numéro 1, ex-pilote Ferrari, qui en vrai pesait son pesant de cacahuètes encore à l'époque, et qui avait un peu pris un pari en signant chez Jaguar, pensant que ce serait son big break, tu vois, sa grosse opportunité pour un titre, parce que grosse écurie constructeur, et puis c'est britannique, Irvine de mémoire il est irlandais. Mais bon, voilà, c'est comme d'hab, t'as fait confiance à une marque anglaise tenue par des Américains. Hey. L'équipe sera vendue en 2005 et deviendra Red Bull Racing, et engagera aussi Verstappen, et ça va finir différemment. Enfin bref, ça c'est une histoire pour une autre fois. Que là, vous êtes en train de vous demander pourquoi je vous parle de Formule 1 et notamment de Jaguar dans une vidéo qui est consacrée à une moto. Eh bien, c'est parce qu'en fait, sous les capots moteurs des Jaguar, et même si on remonte plus loin, sous les capots moteurs des Stewart et de certaines Tyrrell, Lotus, bref, un sacré paquet de bagnoles en Formule 1, on retrouvait des moteurs conçus et développés non pas par Ford, mais par Cosworth. Une entreprise britannique qui, à l'époque, motorisait déjà des voitures en Formule 1 depuis 1963 et qui ne va arrêter qu'en 2014, avec une petite pause entre 2007 et 2009, en 2014, date à laquelle la Formule 1 passe au moteur V6 turbo hybride giga cher qui, aujourd'hui encore, sont décriés par beaucoup et on sait même pas dans quelle direction on va vraiment pour 2026, bref. Si je vous parle d'aujourd'hui, c'est parce que l'équipe d'ingénieurs derrière la RS Cube a demandé à Cosworth de concevoir et de produire le moteur pour eux. Et Cosworth, du coup, pour vulgariser, a basiquement coupé 3 cylindres d'un de leurs V10 et les ont balancés dans les cadres Aprilia. Et pour un peu moins vulgariser, parce que c'est pas parce qu'on vulgarise qu'on peut se permettre de dire de la merde, en fait le moteur que Cosworth va concevoir pour Aprilia sera beaucoup inspiré de ce qu'ils faisaient déjà en Formule 1. Ce qui veut dire que la RS Cube possédait des ressorts de soupape pneumatiques, un embrayage en carbone et ce qu'on appelle un système ride-by-wire pour l'accélération qui, pour faire simple, remplace le câble mécanique entre la manette des gaz et le moteur par une manette
dont l'actuation est numérique, ce qui vous permet donc de programmer des courbes d'accélération complexes entre autres choses. Un peu comme sur ton pédalier Camus, Mozza ou je ne sais quelle marque de sim racing. Et tu l'as peut-être remarqué, mais comme je l'ai dit plus tôt, le moteur n'avait que 3 cylindres. D'un côté, c'était pour se distinguer des constructeurs nippons qui étaient tous focus sur le 4 cylindres, et de l'autre pour bénéficier d'un avantage de poids. Déjà parce que oui, effectivement, si t'as un cylindre en moins, c'est moins lourd, mais aussi parce que le règlement technique prévoyait que les motos utilisant des moteurs 3 cylindres devaient se conformer à un poids minimal 10 kilos plus léger que celui des machines 4 cylindres. Donc avec ça, plus un moteur issu de technologie Formule 1 et une team technique qui comportait déjà en ses rangs un certain Luigi Dall'Igna, ou Dall'Igna, on va me dire que je l'ai mal prononcé, que j'en ai à foutre. Un des artisans du succès Ducati en MotoGP, et si vous suivez de près ou de loin, vous savez que si vous voulez gagner, c'est quand même mieux d'être sur une Ducati ces derniers temps. Avec tout ça, ça doit marcher de fou, non? Surtout que le moteur 3 cylindres, je vous l'ai pas dit jusque-là, mais c'était le plus puissant des moteurs sur la grille. En fait, l'Aprilia RS3 était pour ainsi dire inroulable. Il y a plein de choses amenant à ça. Déjà, un châssis vraiment pas bien né, puisque directement dérivé du RSW2. Donc une meule 500cc. Donc ça rendait la moto un petit peu trop réactive apparemment. On peut aussi blâmer les pneus. Aprilia en 2002 roulait des pneus Dunlop qui étaient tout simplement inférieurs aux Michelin parce que les Michelin sont français. Mais surtout, on pourrait blâmer le moteur. Et c'est paradoxal parce que j'ai pas arrêté de chanter ses louanges jusque-là. En fait, une moto, ça se conduit pas du tout comme une voiture. Et si vous avez touché aux jeux de MotoGP récents, là, vous voyez de quoi je parle. J'entends tous ceux sortis après MotoGP 19, c'est-à-dire tous ceux auxquels je ne peux pas jouer parce que je suis mauvais. En fait, par rapport aux pilotes de Formule 1, par exemple, les pilotes de GP passent un temps fou à moduler leur accélération. Autant en F1, tu réaccélères graduellement en sortie de virage, autant en moto, tu passes la majorité du virage à moduler les gaz pour en extraire un maximum de temps. Et le moteur de la RS3, il était non seulement ultra puissant, mais il avait aussi des composants ultra légers, des composants qui montaient tellement facilement dans les tours, ils étaient ultra durs à moduler. Couple à ça le fait que les aides électroniques n'en étaient qu'à leur balbutiement à l'époque, et tu te retrouves avec une moto ultra rapide en ligne droite et absolument inexploitable en virage. Aprilia reviendra en 2003 avec une évolution de la moto dont la géométrie du cadre sera ajustée et un moteur encore plus gonflé, les pneus Michelin chaussés et rien ne va changer. Après une 6ème place à Suzuka qui reste le meilleur résultat de l'Aprilia, les mêmes problèmes vont réémerger. Et en fait, même en 2004, la moto ne montrera pas d'amélioration significative. Toujours trop instable, inexploitable, Aprilia rendra les clés en fin de saison et la marque retournera en Superbike. Avec, si je puis me permettre, beaucoup plus de succès qu'en GP. Aprilia reviendra timidement en MotoGP en 2012 en tant que fournisseur pour les CRT ou Climbing Rule Team. CRT qui était une espèce d'initiative mise en place pour attirer plus d'indépendants et de privés en MotoGP, notamment parce qu'il y avait moins de restrictions appliquées, voire même des avantages à être une CRT, c'est-à-dire que tu avais le droit à plus de moteurs par an, tu n'avais pas les mêmes restrictions sur le carburant, etc. que les équipes factory. Et en 2022, après avoir été partenaire avec Gresini pendant 8 saisons, Aprilia revient en tant que constructeur. Avec cette fois-ci nettement plus de réussite, tu me diras que la barre était assez basse, mais ils ont toujours la moto la plus stylée de la grille. Ça n'a pas changé. Et évidemment, c'est une opinion personnelle, je suis pas ouvert au débat. Et toujours un petit peu d'innovation dans la poche, Aprilia étant le premier constructeur à avoir foutu un aileron arrière sur une moto. Ce qui, soit dit en passant, me réjouit, parce que ça veut dire que quand j'étais gosse et que j'ai dit à mon daron, mais on devrait mettre des ailerons sur les motos aussi, eh ben j'avais raison! J'avais raison, monsieur! La RS Cube reste un de ces ovnis du sport mécanique, une énième tentative de faire les choses mieux que tout le monde en innovant, qui tombe à l'eau. Fait partie de ces véhicules que je prends par défaut dans les jeux de moto qui lui sont contemporains, juste parce que son histoire est cool et que l'enfant en moi estime qu'elle méritait mieux. Mais l'adulte que je suis aujourd'hui comprend qu'elle n'était pas faite pour gagner, tout juste faite pour exister, et rappeler à tous que l'audace, même quand elle échoue, aura toujours sa place sur la grille.